Bonjour Père de Jong. Bonjour. Est-ce que Vladimir Poutine, faut-il s'attendre à ce que Vladimir Poutine se rende en Turquie jeudi ? En tout cas, c'est la demande que vient de faire Zelensky. Ça m'a pas échappé. Considérant que lui-même va y aller, mais il va demander à Poutine d'y aller. Personnellement, je ne pense pas que Poutine y aille. Pourquoi ? Je ne pense pas qu'une négociation de ce niveau-là, qui a une telle intensité, a besoin d'avoir les deux chefs d'État qui se rencontrent tout de suite. Je pense qu'il y a un travail préliminaire à faire, qui va durer un certain nombre de semaines ou de journées, ou en tout cas d'heures, et un travail préliminaire visant à savoir vers quoi on va. Est-ce que ce travail va s'engager, selon vous ? Mais je pense qu'il est engagé. Je pense que depuis quelques jours, il est engagé. Alors, on ne le sait pas, bien évidemment, mais j'imagine que la diplomatie turque ne s'est pas lancée comme ça dans une déclaration intempestive, parce que c'est quand même une forme de contre-feu par rapport à la réunion de Kiev. Cette réunion montée par les Turcs, évidemment, elle a été suscitée par les Russes, bien évidemment. Donc ça, vous parlez de la réunion de jeudi. Voilà, exactement. Donc on voit, en fait, il y a une préparation, il y a une montée en puissance. En fait, ce qui est assez étrange pour nous, Européens, c'est que les Européens montent en ligne. Donc ils étaient à Kiev hier, en train au passage, donc c'est assez original. Donc ils étaient à Kiev, donc il y a deux sujets en cours. Mais moi j'imagine que le sujet turc est un sujet d'actualité, puisque rappelons-nous également, c'est que les Turcs étaient à la manœuvre dès mars 2022, et c'est les premiers qui avaient tenté en tout cas une négociation entre les deux belligérants. Est-ce qu'on a vécu finalement ces derniers jours un changement de cap, un changement d'horizon ? Est-on passé d'un objectif d'un horizon à objectif gagner la guerre, à un horizon objectif maintenant faire la meilleure négociation possible? Alors oui, indéniablement. Et pourquoi ? Il n'y a qu'un seul personnage qui avait les cartes en main, c'est Poutine. Dès lors que Poutine bouge et dit « j'accepte de discuter en bilatéral », dans les conditions qu'on peut discuter, sur le fait qu'il soit présent ou pas présent, etc., il y a une discussion directe entre les Russes et les Ukrainiens sur un sol neutre, entre guillemets. Donc c'est la première fois où ça arrive. C'est la première fois que les Russes acceptent, encore une fois, de négocier la fin de la guerre ou la fin du conflit directement avec les Ukrainiens. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un processus qui se met en cours. Alors après, il y a toujours deux écoles. On dit ils sont devenus tellement faibles qu'ils sont obligés de le faire, ou ils sont devenus tellement forts qu'ils peuvent le faire sans aucun problème. On ne négocie pas quand les armes parlent, on ne discute pas si dans les mêmes temps les populations sont bombardées. C'est ce qu'écrit Emmanuel Macron sur X ce week-end à la suite de la rencontre qui s'est produite à Kiev. Vraiment, c'est vraiment. Alors c'est la grande discussion sur le cessez-le-feu, parce que soit les Russes, on voit bien que les Russes essayent ou tentent aujourd'hui de négocier avec les Ukrainiens en maintenant le conflit en Ukraine. Cette nuit, par exemple, il y a eu comme 100 missiles, 100 drones qui ont été tirés sur l'Ukraine, une centaine entre la nuit de dimanche à lundi, donc c'est colossal. On voit que les conflits s'arrêtent pas, donc on voit que les Russes sont sur un modèle, on fait la guerre et on discute. Le modèle des Européens, c'est le modèle inverse, c'est celui du président Macron, et les Européens qui sont rencontrés à Kiev, c'est de dire on ne peut pas commencer à discuter tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu sur le terrain. Quel est le point de vue qui peut l'emporter ? Celui des Russes, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le doigt sur la queue de détente. Aujourd'hui, les deux seuls pays qui sont sur le terrain, c'est l'Ukraine et la Turquie. L'Europe ne peut être qu'un environnement qui accompagne, qui aide, qui conseille, mais qui ne peut pas décider, bien évidemment. Mais Poutine peut-il résister à une pression conjointe des Européens et des Américains ? Alors, je ne pense pas que les Américains soient très allants sur le sujet. Je pense qu'ils favorisent. En tous les cas, Trump et les États-Unis ont donné quitus aux Européens et dans cette demande d'un cessez-le-feu préalable. Moi, j'ai une vraie question. Enfin, c'est une très bonne question. La question est la suivante. Pourquoi Poutine n'a pas accepté les conditions de la négociation telles qu'elles étaient proposées par Trump il y a une quinzaine de jours? C'est la question que je vous pose. C'est complètement incroyable. C'est le grand mystère. Les conditions étaient exceptionnelles. Est-ce qu'il y a un mystère ou bien est-ce qu'il a voulu tester encore les Américains? Non, je pense qu'il n'a pas voulu donner ce cadeau à Trump. Pourquoi ? Parce que Trump, ça le repositionnait par rapport à sa politique intérieure, par rapport à sa politique internationale, au positionnement de Trump. Il vient d'arriver, il a besoin d'avoir des résultats. Et je pense que Poutine, dans une espèce de machiavélisme qu'il partage au passage avec les Chinois, je pense qu'il y a une forme de machiavélisme qui fait qu'ils ne lui ont pas donné la possibilité de briller en disant, vous voyez, les Russes acceptent telle condition. Ou bien est-ce que Poutine n'a pas voulu montrer aussi qu'il ne voulait pas se rallier à une alliance avec les Américains, mais qu'il restait dans une alliance avec les Chinois? Oui, c'est ça, il y a une forme de machiavélisme, une forme de choix définitif, une espèce de monde... Ce serait un échec pour Trump.
Oui, mais alors c'est un échec pour Trump. En même temps, Trump pourra toujours dire que la mécanique intellectuelle de Poutine s'est mise en route dans le domaine de la négociation grâce aux propositions américaines. Ce sera un échec pour Trump de ne pas remettre la Russie dans le camp américain dans sa guerre avec la Chine. Alors, j'en suis pas tout à fait sûr. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement mercantile. Je pense qu'il y a très concrètement, je pense que les Américains ont comme stratégie de se rapprocher des Russes d'une façon ou d'une autre. Et cette stratégie, elle est commerciale, économique et financière. Elle n'est pas seulement militaire. Donc, bien évidemment, je pense qu'une stabilisation du combat, une forme de, de calme relatif sur cette partie du monde permettra aux Américains de revenir. La reconstruction, qui va la faire? Les Américains, principalement les Européens. Donc, on va investir des milliards d'euros, des milliards de dollars, et on va réinvestir évidemment en Ukraine et évidemment en Russie. Il y aura un équilibre, il y aura une espèce de parité dans les investissements. Et encore une fois, les Américains joueront tout leur rôle. Est-ce que les Russes ont encore les moyens de tenir une guerre longue? Alors c'est une sacrée question d'actualité, parce qu'en fait elle répond indirectement au changement de posture de Poutine. Et c'est ça, c'est la partie faible, la partie haute. La partie faible de dire ils sont devenus tellement faibles qu'ils sont obligés de négocier, ils sont devenus tellement forts qu'ils peuvent négocier. Donc votre question viserait à dire qu'ils sont devenus relativement faibles, donc pour eux il y a urgence à négocier. Moi j'en suis pas sûr. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que l'économie de guerre russe elle donne à fond. Premier point, donc je veux dire que c'est local. Ils fabriquent des chaînes, ils fabriquent des munitions, ils ont tout ce qu'ils veulent. Globalement, l'armée russe est en pleine montée en puissance, qui pour nous, Européens, finira par nous poser un problème, parce qu'une armée russe trop forte à nos frontières, il va falloir trouver une solution, il va falloir rééquilibrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont une profondeur stratégique grâce aux Chinois, qui est incroyable. On l'imagine pas, nous, en Europe. Mais en fait, la politique euro-asiatique qui a été mise en place par Poutine, elle porte ses fruits. Et on voit bien que les discussions, le 9 mai, la relation Xi Jinping et Poutine, elle est pas seulement paradoxale, elle est incroyable, elle est fondamentale, elle transforme totalement les rapports de force dans le monde. Vous avez trois grands dans le monde, les Américains, les Russes, les Chinois, et vous avez parmi ces trois grands, il y en a deux qui ont fait une alliance de fait et qui durera un certain temps. Il faut savoir que cette guerre, dans la discussion à trois, il faut être le deuxième. Oui, et puis mais il y en a toujours un qui est brimé. Là, en l'occurrence, ça va être Trump, parce que Trump en a peut-être fait un peu trop, mais en même temps, il y a ces trois grands pays, ces trois grandes zones se reconnaissent le droit de dominer le monde. Et ça, c'est un autre sujet. C'est cette espèce de dérèglement général qui se met en place à cause de Trump, à cause de Poutine, un peu Xi Jinping avec Taïwan. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces trois grands considèrent qu'à terme, ils modifieront les frontières et les rapports de force. L'armée russe, selon en tous les cas l'armée ukrainienne, aurait perdu 1170 soldats en une journée. Quelle est la situation exacte sur le terrain, Pierre de Jong? Alors, sur le terrain, c'est aussi très étrange. En fait, il ne se passe pas grand-chose du point de vue terrestre, très concrètement. Vous avez trois zones. La zone de Zaporijia, où il ne se passe pas grand-chose. Et une zone nord, pour faire court, dans le Donbass, puis une zone extrême nord, vers Soumy, à la frontière de la région de Koursk, etc. Aujourd'hui, les Russes progressent, je dirais, centimètre par centimètre. La dernière opération, c'est la semaine dernière, la direction de Pokrov, ça fait 6 mois qu'ils sont devant Pokrov. Alors, Pokrov, c'est une espèce de zone, c'est un château fort que les Ukrainiens tiennent, et honnêtement, les Russes n'ont plus Wagner pour perdre des vagues d'hommes, et 30 000 hommes, rappelons-nous, Bakhmut, les Russes perdent 35 000 hommes, ce qui est absolument incroyable. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc sur le front, c'est stabilisé. Par contre, dans tout ce qui est aérien, tout ce qui est drone, tout ce qui est missile, c'est open bar. Je veux dire que c'est toutes les nuits, tous les jours, il y a des villes qui sont bombardées. La ville de Kherson. Mais quel est le but tactique de ce genre d'opération? Alors il y en a deux. Le premier, c'est l'imaginer, un but imaginaire qui est le fait que les populations vont finir par céder. On sait que les populations ne cèdent jamais avec des bombardements, rappelons-nous Londres, etc. Parce que c'est comme ça. Au contraire, ça densifie l'envie de se venger, etc. Donc c'est le premier point. Et puis le deuxième point, une espèce de... Et pourquoi d'ailleurs les stratèges militaires continuent de recourir à cette tactique qui est visiblement, d'après ce que vous dites, très contre-productive. Alors, oui, mais en même temps, ça économise des hommes, et puis c'est visuel. Je veux dire que bombarder les villes, etc., c'est visuel, on détruit, on est plus fort que l'autre, donc on matérialise une espèce de force, je dirais, extrême, puisqu'en fait, on envoie un missile à 100 ou 200 ou 500 km qui tombe sur une ville, alors on dit, bien sûr, on va dire qu'on bombarde une caserne, on bombarde une usine d'armement, mais évidemment, ça tombe, il y a des dommages collatéraux. Donc l'impact, si vous voulez, de ces
missiles qui partent en direction des pays. Rappelez-nous quand l'Iran a tiré l'année dernière, a tiré plus d'une centaine de missiles en direction de Jérusalem, c'était un choc psychologique incroyable pour les Israéliens, qui ont réalisé que grâce au dôme de fer, ils survivaient. Sachant, encore une fois, c'est que les missiles, la plupart des missiles sont arrêtés. En gros, entre 50 et 70% sont arrêtés par le Patriot, etc. Donc ça, c'est le premier but tactique, un but imaginaire, penser que la population craquera et fera pression sur les dirigeants de son pays pour que cessent les combats. Oui. Et le deuxième but tactique. Le deuxième, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. En fait, c'est le fait de maintenir la force. Parce que si vous n'êtes pas conquérant sur le terrain, armée de terre, etc., ben vous êtes conquérant quelque part. Et donc aujourd'hui, c'est le conquérant avec le spatial et l'armée de l'air, principalement les drones et les missiles. Et là, encore une fois, les Russes sont assez dominants, puisque vous savez que les Iraniens leur ont transmis la technologie. Ils fabriquent eux-mêmes des drones, des Shahed. Le Shahed va quand même à 1500 km. Avec un petit moteur, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Donc encore une fois, il y a une espèce de domination technologique dans ce domaine-là, grâce comment dire, à l'aide iranienne, et donc encore une fois, ils vont les utiliser. Ça économise les hommes. C'est vrai qu'ils ont eu 1000 morts, 1000 soldats qui ont été blessés et morts récemment, mais encore une fois, le nombre de morts baisse, sachant encore une fois qu'on n'en sait rien. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la communication ukrainienne qui passe depuis le début de la guerre. C'est comme la guerre du Vietnam, je me rappelle, que j'ai beaucoup étudié quand j'étais plus jeune, c'est que les Américains comptabilisaient le nombre de morts nord-vietnamiens. Si on avait suivi la comptabilité, ils auraient eu 3 millions de morts, ce qui n'était pas le cas, bien évidemment. Donc on sait que la communication, elle se fait à double sens, et là, dans ce domaine-là, personne ne communique, ni les Ukrainiens, ni les Russes, et les Ukrainiens ne communiquent que sur les pertes des Russes. Si Moscou n'accepte pas le cessez-le-feu, les Européens poursuivront les préparatifs pour de nouvelles sanctions. C'est en tout cas ce que dit le porte-parole du nouveau chancelier allemand Friedrich Merz à l'instant. Est-ce que des sanctions, de nouvelles sanctions, un nouveau train de sanctions peut infléchir la position de Moscou? Alors on doit être au 14e, 15e train de sanctions. Donc je pense qu'honnêtement, ça fait partie des mesures de rétorsion finale. Je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Je vous pose la question différemment. Est-ce que là aussi, on n'est pas un petit peu dans la même rhétorique logique des bombardements? On dit qu'on va faire des sanctions pour dire qu'on fait quelque chose, mais est-ce que ça ne cache pas le fait que on a peu de levier finalement? Alors, dans les propositions qui sont faites, il y en a plusieurs. Celle-là en fait partie, sachant que la sanction ultime, c'est l'augmentation des sanctions, non pas des Européens, mais des Américains. Là, c'est un vrai sujet parce que les Américains ont toujours été un petit peu en deçà dans le domaine des sanctions. Le deuxième point, c'est la montée en puissance des armées européennes. Je veux dire que si Poutine se projette dans l'avenir, il verra bien les armées européennes monter en puissance. Et ça, c'est compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le service après-vente en Ukraine va être fait par les Européens d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas les Américains qui vont mettre des GI sur le long de la frontière. Ouais. Donc les Européens vont faire le sale boulot. Mais c'est la question, justement, Pierre de Jong. A-t-on les moyens, nous, Européens, et en particulier nous, Français, d'envoyer des troupes au sol pour garantir un cessez-le-feu? Alors, il faut mettre un critère temps dans votre question. Le problème, oui, on pourra dans 10 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas. C'est impossible. Nos armées sont trop petites. Vous avez répondu à ma question. Est-ce qu'une présence de troupes étrangères pourrait vraiment aider l'armée ukrainienne? Le problème est... Après, là, vous allez me dire, il faut un critère temps et un critère masse? Oui, un critère masse. Il faut surtout un critère sécurité qui est très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une paix stabilisée s'il n'y a pas un minimum de garantie. Et la garantie, c'est quoi? C'est la garantie qu'on ne puisse pas le faire. Donc, il faut au minimum observer. C'est pas que les armées européennes qu'on a actuellement qu'on va pouvoir empêcher un déferlement des forces russes. Et sachant que le premier point, donc, il faut être présent sur place pour pouvoir éventuellement prendre des mesures de rétorsion. Le deuxième point, c'est les menaces induites de la Russie sur les pays baltes, par exemple, sur Kaliningrad, sur la mer Baltique. Donc là, c'est compliqué. Et malheureusement, nous, c'est normal. Quand on planifie, quand on prévoit une guerre, on prévoit toujours un peu la guerre précédente. Donc on prévoit une guerre navale, une guerre terrestre. Mais la guerre a commencé avec les Russes. C'est une guerre qui est souterraine, une guerre invisible, une guerre, je dirais, une guerre où on sert de technologie. C'est la guerre cyber, c'est des incursions, c'est des intimidations. C'est là la guerre qu'on vit actuellement. Alors, est-ce qu'on est capable de résister à ça? Je pense que oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut avoir des contre-mesures pour empêcher les Russes d'être en tir libre, en Europe. À quoi sert-il d'y avoir un cessez-le-feu pour Zelensky si, comme il le dit lui-même, les Russes ne le respecteront pas? Alors d'abord, on va voir. Moi, j'aimerais bien que... Parce que Zelensky, je trouve qu'il communique un peu trop. C'est un peu le défaut que je le trouve. Il communique énormément. Je vous pose la question différemment. Ouais. On voit que, encore une fois, les Allemands et les Européens en général disent... là, maintenant, il y a un ultimatum. Il faut que les Russes acceptent un cessez-le-feu. Ils ont jusqu'à ce soir pour nous donner une réponse. Et Zelensky, lui, dit, de toute façon, ils ne le respecteront pas. Et moi, de toute façon, je serai en Turquie
je dis, est-ce que Zelensky ne tue pas les efforts européens? Non, mais c'est pas Zelensky, c'est Poutine qui a tué les efforts européens. C'est quand Poutine fait l'annonce le lendemain de la grande déclaration des Européens, où ils se réunissent, etc., dit voilà, on va être fort. En fait, Poutine, il dit non, pas du tout. On a une discussion en cours qu'on va mettre en place à Ankara, on va discuter en Turquie, et c'est là que ça va se passer. Et Zelensky dit je vais y aller. Oui, mais on est à deux, donc Zelensky aussi plante ses alliés. Oui, mais en même temps, encore une fois, les Européens jouent une carte qui est la carte de la présence. Rappelons-nous, il y a encore 15 jours ou 3 semaines, qui aurait misé un copec, pour utiliser une monnaie étrange, qui aurait parié un copec sur la présence potentielle des Européens dans la discussion. Ouais. Rappelons-nous, même Trump disait c'était hors de question. On est revenu dans le jeu d'une façon ou d'une autre. Donc on va s'en contenter, on va progresser, on va accompagner, et je pense que l'Ukraine a besoin d'un renforcement, en tout cas d'un appui des Européens. Alors, peut-être pas un copec, peut-être pas un rouble, mais ça vaut pas tellement de roubles, et ça rapporte beaucoup de lire Poutine, Lord of War, Le Retour des Boyards. C'est le livre de Pierre de Jong. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour toutes vos explications et toutes vos précisions.